Nous entamons officiellement la grande pause estivale après ce Grand Prix d'Assen et on peut dire que pour certains, les vacances commencent mal. Malgré tout, la pluie était de la partie ce week-end, mais elle aura quand même épargné les courses, enfin quasiment, puisqu'on aura quand même eu un début de flag to flag en MotoGP. Au menu de cette vidéo donc, une hymne qu'on entend rarement retentir en Moto3, un outsider renverse petit à petit le championnat en Moto2, le leader de la catégorie en MotoGP tombe et laisse son grand rival au championnat revenir petit à petit, on parlera aussi des sanctions qui peuvent faire débat et aussi de quelques transferts qui commencent à se mettre en place pour la saison 2023, tout ça c'est dans ce recap en 5 points du Grand Prix d'Assen. Un japonais qui gagne en Grand Prix, de nos jours, c'est quelque chose d'assez rare. Pourtant, dans les années 90, les pilotes nippons étaient omniprésents, surtout dans les petites catégories. Des pilotes comme les frères Aoki, Sakata, Harada, Kato, Abe, Ueda, etc. trustaient les podiums en ces temps-là. Depuis, on a eu de moins en moins de pilotes japonais en Grand Prix, même si la Dorna a essayé de renouveler un petit peu les choses, puisque grâce à l'Asian Talent Cup, on a réussi à voir quelques pilotes asiatiques débarquer. À tel point que maintenant, on retrouve plusieurs pilotes japonais en Moto3, et l'un d'eux s'en est brillamment tiré ce week-end. Celui que l'on surnomme Crazy Boy aura enfin fini par monter sur la plus haute marche du podium. Et croyez-moi qu'il l'attendait cette victoire, puisqu'il aura disputé pas moins de 95 Grands Prix avant de décrocher la première place en course, et aussi la pole position en qualif. Pourtant, ce n'était pas gagné d'entrée de jeu pour lui. C'est encore une fois l'incroyable Izan Guevara qui fera un excellent départ et qui mènera pendant les 17 premiers tours de course avec un groupe qui le suivait malgré tout comme son ombre. Mais aucun ne trouvera ni le rythme ni le bon moment pour le dépasser, un Izan Guevara comme d'habitude, dans ses grands jours, est imprenable. Enfin, presque imprenable. Foggia était également présent dans ce groupe alors qu'il avait écopé d'un long lap, mais l'Italien arrivera à revenir jusqu'à malheureusement se faire piéger à cause d'un vibreur après avoir été un petit peu tassé par le rookie David Munoz. Et c'est pas une chute anodine pour lui, c'est une chute qui lui coûtera très cher au championnat puisque Guevara et Garcia, ses deux principaux rivaux, eux restent sur leur roue et engrangent de très gros points. C'est dans les derniers tours que tout commence à se corser. Ayumu Sasaki finissait par enfin réussir à attaquer le leader de la course et Izan Guevara perdra donc petit à petit des positions, même de nouvelles lorsque Jaume Masia et David Munoz le passaient. Sauf que ces deux derniers finiront par retourner derrière lui puisqu'ils s'accrocheront quelques tours plus tard, laissant Guevara reprendre tranquillement ses positions. Tatsuki Suzuki était aussi dans ce groupe, il réussira un petit peu à se battre jusqu'à se faire distancer aussi petit à petit. Il faut dire que les pilotes gaz-gaz Izan Guevara et Sergio Garcia étaient vraiment survoltés en cette fin de course. Mais impossible pour eux de revenir sur Ayumu Sasaki qui avait vraiment compris que c'était son jour, c'était l'heure de sa victoire. Pour la première fois de sa carrière, le pilote japonais vient s'imposer devant Izan Guevara qui maintient sa grande forme et Sergio Garcia qui complète ce podium et engrange une nouvelle fois de gros points. Lorenzo Felon profitera de toutes ces chutes pour rester sur ses roues et inscrire une 13e place. Au championnat, Sergio Garcia concède encore quelques points. Il est désormais à 182 points, à seulement 3 petites unités devant Izan Guevara. Bien plus loin derrière, on retrouve Denis Foggia avec 115 points, désormais menacé par le vainqueur du dimanche, Ayumu Sasaki, et ses 113 points. La course Moto2 au titre semblait se faire entre 3 pilotes sur ce début de saison. Bien sûr, Celestino Vietti, Ai Ogura, mais aussi Aron Canet. Mais voilà qu'un nouveau pilote s'en mêle désormais. Faut dire qu'entre les chutes de Vietti, les contre-performances d'Ogura et les nombreuses blessures d'Aron Canet, ça commençait un petit peu à laisser de la place pour les autres. L'Espagnol Augusto Fernandez débarque comme une bombe pour bouleverser le championnat Moto2 et est désormais clairement l'un des grands favoris pour le titre de champion du monde. Et il faut le dire une nouvelle fois, cette course Moto2, elle était vraiment passionnante. C'est d'abord l'anglais Jake Dixon qui signait le all shot dès le début de cette course, mais ça ne durera qu'un temps puisque plusieurs pilotes voudront prendre cette première place le plus vite possible. On notera alors les attaques d'Alonso Lopez, le remplaçant de Romano Fenati qui s'illustrait une nouvelle fois, puis celle de Marcel Schroeter survolté après sa course en Allemagne. Malheureusement pour l'Allemand, ça va bien moins se passer. Ses espoirs de victoire s'évaporeront lorsqu'il partira à la faute dans le 12e tour. Pendant ce temps, il y a un pilote Red Bull qui commençait à se faufiler entre tous. Augusto Fernandez dépassait les pilotes un à un pour arriver sur le groupe de tête et n'en faire qu'une bouchée. C'est simple, il prendra les commandes de la course et ne les lâchera plus. Mais derrière, ce n'était pas du tout encore joué pour le podium. Une lutte se dessinait entre Dixon, Arenas, Ogura, Ben Schneider, Vietti et l'impressionnant Cameron Beaubier qui était parti de la 18e place et qui était remonté aux avant-postes. Malheureusement, encore une fois pour l'américain, ça ne se concrétisera pas. Il perdra le contrôle de sa moto lors d'un duel avec Vietti et inscrira de nouveau 0 points. Dans le dernier tour, Ogura prendra l'avantage sur Dixon et Vietti, laissant Fernandez seul devant
devant et intouchable, c'est ainsi que ça se terminera. Le pilote Red Bull Augusto Fernandez vient s'imposer une nouvelle fois cette saison et prend 25 points très précieux devant Ai Ogura et Jake Dixon qui prive Celestino Vietti d'un podium. Au championnat, c'est désormais une égalité parfaite pour la première place entre Celestino Vietti et Augusto Fernandez avec leurs 146 points et à seulement une petite unité de Ai Ogura et ses 145 points. C'est plus serré que jamais avant la pause estivale. Depuis le début de saison, on a eu 3 victoires pour Quartararo, 3 victoires pour Bastianini et désormais 3 victoires pour Bagnaia. Et oui, puisque l'Italien a réussi à rattraper ses petits camarades en venant s'imposer ce dimanche. Après une course, il faut le dire, parfaitement maîtrisée. C'est bien simple, il n'aura laissé aucune chance à ses adversaires. Il réalise non seulement le hole shot, mais gardera aussi la tête de course du début à la fin. Derrière, Fabio faisait un départ un petit peu plus chaotique. Il était un peu large dans le premier virage et il a laissé passer Aleix Espargaro et Jorge Martin. Le Niçois entame alors une chasse sur Espargaro pour remonter et reprendre sa position jusqu'à ce qu'il chute au virage 5, emmenant avec lui le pilote Aprilia. Par chance, Espargaro ne tombera pas mais tirera tout de même tout droit dans les graviers avant de revenir en piste à la 15e position. Première grosse erreur pour Fabio Quartararo cette saison, mais il arrivera quand même à repartir en piste. Bon, le petit souci, c'est qu'il sentait qu'il y avait un problème sur sa moto, il rentra donc au stand et son équipe lui dit de repartir parce que les nuages étaient là et que la pluie commençait peut-être à arriver. Et ça ne manquera pas. Quelques tours plus tard, le drapeau blanc est agité et la course passe en flag to flag, ce qui signifiait que les pilotes pouvaient rentrer au stand pour changer de moto et prendre des pneus pluie. Mais les gouttes de pluie n'étaient pas assez présentes pour rendre la piste humide et devoir changer de pneus. Ça inquiétera quand même quelques pilotes, comme Jorge Martin qui est immédiatement déstabilisé par ces gouttes de pluie, au contraire de Jack Miller qui lui est très à l'aise dans ces conditions. Mais voilà, quelques tours après ça, Fabio Quartararo se fera une nouvelle fois piéger dans ce virage 5 et cette fois, il ne repartira pas. Par ailleurs, après la course, Fabio prendra un long lap, une pénalité donc, pour cet incident avec Aleix Espargaro. Mais ça, on en discutera un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, devant, vous vous en doutez, tout se passait très bien pour Bagnaia, il restait solidement en tête, mais pas très loin derrière lui, il y avait quand même un peu de bagarre. Le podium se jouait avec l'impressionnant Marco Bezzecchi, qui avait réussi à remonter jusqu'à la 2e place suite à l'incident avec Quartararo et Espargaro, et arrivait à prendre quelques longueurs d'avance sur Jorge Martin, qui perdait au classement et se faisait coup sur coup dépasser par Maverick Viñales et Brad Binder dans la foulée. Il y a une autre Ducati aussi qui revenait comme un avion, c'est Jack Miller qui, on le rappelle, avait pris un long lap et pourtant était revenu aux avant-postes. Mais ce n'était pas la plus grande menace de cette course. L'autre menace, c'était l'Aprilia d'Aleix Espargaro, reparti 15e en course après son accrochage avec Fabio Quartararo. Il remontera comme une fusée et ira même jusqu'à nous offrir un magnifique double dépassement incroyable pour la 4e place lors du dernier virage sur Jack Miller et Brad Binder. Francesco Bagnaia s'imposera en maître à Assen sur une course parfaitement gérée devant l'incroyable Marco Bezzecchi et Maverick Viñales qui inscrit ici son premier podium avec Aprilia. Fabio ne terminera pas la course et Johan finira à la 13e place après une course assez difficile. Côté classement, pas d'inquiétude pour le français Quartararo qui reste solidement en tête avec 172 points devant Aleix Espargaro et ses 151 points. Zarco garde la 3e place et Bagnaia prend la 4e. Rendez-vous maintenant dans 5 semaines pour le prochain GP. Bon, je vais faire très rapide là-dessus parce que vous le savez, dans mes récaps, j'aime bien faire des petits débats où vous devez réagir en commentaire. Comme d'habitude, je vous expose un petit peu le sujet et je vous laisse m'écrire tout ça. J'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais il s'est passé quelque chose en course avec Fabio Quartararo et Aleix Espargaro. Pour résumer, Quartararo a fait une erreur dans le virage 5, il a emmené au large Aleix Espargaro qui a dû tirer tout droit, et après ça, il y a eu une pénalité qui est tombée. Pourtant, Aleix Espargaro n'est pas tombé, il aura même assuré le spectacle en remontant jusqu'à la 4e place, et les deux se seront parlé, les excuses de Quartararo se seront très bien passées, bref, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, ça ressemble quand même très fortement à ce qu'on appelle un fait de course. Pourtant, quelques temps après la course, une pénalité tombe et on apprend que Quartararo devra effectuer un long lap pour le prochain GP. Alors il y a plusieurs problèmes au niveau de cette pénalité. Déjà, on peut discuter de la légitimité de cette pénalité, ça ressemble quand même très fortement à un fait de course. Cela étant, il faut aussi pénaliser les erreurs en course. Là, Quartararo arrive, commet une erreur de débutant comme il le dit, il emmène avec lui un pilote et lui ruine sa course. Même si c'était pas vraiment le cas parce qu'Espargaro est très bien remonté. Donc on peut comprendre que c'est pénalisable, même si encore une fois ça ressemble à un fait de course et faut pas vraiment pénaliser les faits de course parce que ça fait partie du jeu. L'autre point qui fait que c'est discutable, c'est sur la légitimité et l'égalité entre les sanctions et les pilotes. La sanction qui a été donnée à Quartararo ce week-end ne semble pas vraiment refléter celles qui ont pu ou ne pas être données depuis le début de saison. Petit rappel, Nakagami sur Bagnaia et Rins à Barcelone, pas de pénalité. Nakagami sur Rins au Mugello,
pas de pénalité. Miller à Portimao-sur-Mer, pas de pénalité. Bagnaia sur Miller au Qatar, pas de pénalité. On n'est pas là pour comparer précisément les faits, mais ça reste quand même les mêmes sortes d'accrochages, les mêmes sortes d'erreurs. Et pourtant, aucun de ces événements n'a été pénalisé, mais celui de Quartararo, si. C'est pour ça qu'encore une fois, j'estime que oui, ça peut être pénalisable, ce qu'a fait Quartararo, mais ça peut l'être tout autant que ce qu'ont fait les autres pilotes précédemment. C'est là que j'en viens à vous demander ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est justifié cette pénalité envers Quartararo? Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je pense que oui, ça doit être pénalisé, mais je pense aussi que tout ce qu'il y avait avant dans ce cas-là devait être pénalisé. Sinon, dans ce cas-là, on ne pénalise pas Quartararo. Dans la finalité, à mes yeux, ça reste un fait de course, c'est pas censé être pénalisé, mais je peux comprendre qu'on a envie de mettre une sanction sur ce genre d'action. Bref, j'attends vos retours dans les commentaires. Avec l'annonce du retrait de Suzuki en compétition, on se demandait un petit peu où allaient aller leurs deux pilotes. Pour Joan Mir, ça semble se diriger vers Honda Repsol avec Marc Marquez comme coéquipier. Paul Espargaro, lui, donc quitterait la structure et retournerait chez KTM. Pour Alex Rins, c'est possiblement vers LCR que l'Espagnol se dirige avec peut-être comme coéquipier le japonais Ayogura, ce qui fait que Nakagami partirait sûrement de la catégorie. Quant à Alex Marquez, il vient justement d'officialiser ce week-end sa signature chez Ducati Gresini aux côtés de Di Giannantonio. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y aura pas de Miguel Oliveira chez Gresini, et du coup un Bastianini possiblement chez Ducati officiel avec Bagnaia. Quant à Jack Miller, qui lui quitterait la structure Ducati, il a été déjà officialisé chez KTM Tech 3. Je vous mets le petit tableau récapitulatif, ça bouge pas mal et ça va encore bien bouger cet été. Plus qu'à compléter tranquillement les trous de cette grille de départ 2023, j'ai hâte de voir comment ça va se composer, mais de ce qu'on voit là, ça a l'air quand même d'être plutôt intéressant tous ces changements. Bon, bien sûr, il manque Valentino Rossi, mais ça on n'y peut rien. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu, merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis désolé qu'il n'y ait pas eu de récap la semaine précédente, mais j'ai eu un problème avec mes outils, donc la caméra et micro, j'ai pas pu faire de vidéo. Mais celle-ci est prête, elle sort, vous l'avez regardée, je vous remercie et si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vive à tous.